Lassi, vous savez, comme vous l'avez dit maintenant, comme vous venez de le dire, il est à l'international, donc c'est difficile de l'avoir. Il n'est pas au Bénin, mais nous l'avons quand même eu pour nos téléspectateurs, pour le bonheur de nos téléspectateurs, au détour d'un petit tour qu'il a effectué au Bénin dans le cadre du mois de la francophonie, où nous sommes allés le voir et il nous a accordé quand même du temps. Et nous avons pris en interview à propos de ce livre-là, d'une grande utilité quand même qu'il a publié. On va, je crois, le suivre d'abord l'élément, ensuite... Oui, mais d'abord, il faut le dire, hein, le livre est avec nous. Ce plateau, c'est bien sûr 50 pionniers africains. 50 pionniers africains, c'est lui, voilà, il a traité pour nous, il a réalisé, je dirais, avec des illustrations. C'est un livre, voilà, c'est grand, hein, c'est grand. Un livre lourd. Voilà, ce qu'on peut découvrir également, c'est vraiment du lourd, hein, très intéressant. Voilà, je vous invite à suivre cet élément, et voilà. Alors bonjour Monsieur Tedjou. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir autour de votre livre 50 pionniers africains, qui est d'ailleurs votre premier ouvrage, si je ne m'abuse. Alors, la toute première question que tout le monde veut bien connaître, c'est qui est Tedjou Baba? Merci. Qui est Tedjou Baba? Je suis médecin économiste de la santé. Je suis originaire du Bénin et je travaille dans la santé, dans le secteur sanitaire. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à écrire 50 pionniers africains? Alors en fait, j'ai une passion pour tout ce qui est histoire. Histoire, comme j'aime dire, avec un grand H et avec un S à la fin, donc toutes les histoires et toutes les actualités culturelles africaines et d'ailleurs. Et donc c'est une passion pour moi de parler d'histoire et de parler de, en gros, qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que comme on dit, ce qui s'est passé, enfin, tout ce qui s'est passé un jour dans l'histoire n'est pas perdu. En fait, tout ce qui s'est un jour passé à un moment donné n'est pas perdu pour le futur. Comment est-ce que ça informe le futur? C'est très important. Et donc j'ai commencé par des podcasts sur l'histoire africaine. Des petites pastilles de 5-10 minutes qui parlent d'histoire, qui parlent de différents sujets. Parce que l'histoire africaine n'est pas que politique. Souvent on parle d'histoire, on pense souvent à l'histoire politique. Mais l'histoire, c'est pas que les indépendances. Il y a aussi l'histoire de la musique, l'histoire de la nourriture, de ce qu'on mange, l'histoire du sport, l'histoire de la littérature. C'est beaucoup de choses, l'histoire. Et je ne suis pas historien. Mais mon feu père était historien, je pense que ça a servi. Bien, votre livre, quand on le lit, on remarque que c'est une mine d'informations sur les grands hommes du continent africain. Alors on voudrait savoir comment est-ce que vous avez obtenu ces informations et comment vous êtes parvenu à les condenser dans ce livre. Alors je dirais que tout ça a commencé parce que je travaillais sur un épisode de mon podcast. Je cherchais des informations sur les premiers médecins sud-africains. Et la raison, c'est que c'est des gens qui ont été beaucoup impliqués dans la lutte contre l'apartheid. Donc je cherchais en fait quel est le lien entre le fait d'être médecin en Afrique du Sud et le travail contre l'apartheid. Donc c'est parti de là et je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Et donc j'ai cherché, c'était durant la période de Covid. J'ai cherché. Et c'est difficile à trouver parce que en fait, je vais dire un peu en mode provocateur, nous les Africains, on n'existe pas sur Google. Même si nous sommes déjà, on est férus de Google, on n'existe pas. Parce que si vous vous amusez aujourd'hui à chercher, par exemple, premier médecin africain, vous allez trouver le nom du premier médecin africain-américain. Donc en gros, il y a des algorithmes derrière qui changent africain automatiquement en black, noir ou africain-américain. Donc ça, c'était une alerte parce que je me suis dit en fait on n'existe pas et la raison pour laquelle on n'existe pas sur internet et sur Google c'est qu'on ne documente pas suffisamment ce qu'on fait
Et les autres peuples, en général, documentent très bien ce qu'ils font. Et c'est parce qu'ils documentent ce qu'ils font que du coup, vous avez ça sur Google. Et ça, j'insiste là-dessus pour dire que ce qui n'est pas documenté est perdu pour l'histoire, pour la plupart du temps. Donc j'ai commencé à chercher un peu partout. J'ai fini par trouver les mots-clés pour retrouver certains noms. Donc en gros, par exemple, quand vous cherchez première femme avocate en Afrique, au départ, vous trouvez des noms africains-américains. Ensuite, vous trouvez peut-être des noms burkinabés, peut-être Botswana. Et ensuite, il faut classer ces noms-là pour savoir qui est vraiment le premier ou qui sont vraiment les premiers à l'avoir fait. Donc c'est un travail de fond. J'avais une base de données d'à peu près 300 personnes sur tout le continent. Et bon, si on publie un livre avec 300 personnes, ça fait un dictionnaire. Donc j'ai sélectionné 50. Et sur les 50, il y a 25 femmes, 25 hommes. Donc c'est en français et en anglais. Parce que bon, on vient de discuter pendant 3 jours sur l'importance de la langue et la division du continent entre français, anglais, espagnol et portugais. Et le problème de l'absence de langue africaine. Donc voilà, donc ça c'est ce qui a motivé le fait que je le fasse en deux langues. C'est un livre que j'ai tenu à faire illustrer pour éviter d'avoir des photos. Vraiment c'est des illustrations qui sont catégorisées en 8 groupes. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a les arts et spectacles, la littérature, la santé et la médecine, le sport et les jeux, la science technique et ingénierie, droits humains et société, important, entrepreneuriat et éducation, et puis la gouvernance et le leadership. Donc il y a toutes ces catégories, donc les 50 pionniers sont répartis sur ces catégories-là, et ensuite quand on rentre, on voit une illustration de la catégorie, on voit le nom de la personne, le français, l'anglais, l'illustration, la carte de son pays d'origine dans le fond, date de naissance et une citation de cette personne. C'est important parce que je vais m'amuser à vous poser la question. J'ai failli poser la question plus tôt aujourd'hui. Il y a un seul béninois dans ce livre. Et c'est pas qu'il n'y en a pas de pionniers africains, enfin béninois. C'est parce que il fallait représenter un maximum possible de nationalités dans cette version. Et quand il y aura un volume 2, d'autres nationalités pourront être représentées. Le béninois, on pourra peut-être revenir là-dessus, mais j'en parle parce que bon, on est au Bénin. Voilà. Pour finir sur cette question, ça a pris 2 ans de recherche en fait. 2 ans, 4 mois de recherche, disons, approfondie pour en arriver là. Et donc j'espère que ça va servir. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, ce sont de grands hommes qui sont dans ce livre, mais on remarque curieusement que sur le continent africain même, où ils devraient être connus et célébrés, ils sont méconnus, inconnus même je dirais. Qu'est-ce qui peut bien l'expliquer ? Alors en fait, ça part de loin, c'est une question très très vaste, mais je pense que je vais résumer en disant qu'il y a eu un processus systématique d'effacement de la mémoire, de la culture, des faits, mais en fait je vais aller un peu plus loin sans vouloir compliquer les choses. Je vais utiliser l'expression du philosophe, enseignant, chercheur sénégalais qui s'appelle Felwine Sarr, qui disait... qui a inventé le mot d'épistémicide. Un épistémicide, c'est un génocide des épistémés. Et les épistémés, en gros, c'est les systèmes de savoir qui existent dans une société donnée. Et donc, quand on a essayé de génocider ces systèmes de savoir, les peuples, quand ils se sont retrouvés, disons, soi-disant indépendants, ont eu du mal, en fait, à pouvoir retrouver ce qui existait. Et donc tout le débat sur l'assimilation ou l'association à l'indépendance, c'est vraiment vaste comme sujet. Et je vais juste me dire que pour moi, le mot-clé, c'est épistémicide, génocide des systèmes de savoir. Et ça aboutit à une dégradation systématique, y compris par nous-mêmes, de ce qui a été fait ici. Donc c'est comme si ce qui a été fait sur ce continent, les grandes choses qui ont été faites, n'ont pas la même célébration que les autres. Et c'est pour ça que sur le livre, derrière,
je mets en fait dans le résumé que tout exploit mérite d'être célébré, peu importe où et quand il a été réalisé. Pour moi, c'est une plongée dans la vie de 50 personnalités fabuleuses qui ont réalisé des choses pour la première fois dans l'histoire du continent, dans des conditions extrêmement difficiles, beaucoup plus difficiles que les nôtres aujourd'hui. Et si on les oublie, ces gens-là, c'est un vrai drame pour ce qu'on essaie de construire. Donc voilà. Bien, merci. Aujourd'hui, si vous devrez conseiller nos décideurs, ceux-là qui établissent par exemple des programmes d'enseignement, afin d'inverser cette tendance-là, ou bien ce fait de l'épistémicide, que diriez-vous? Alors je pense que le problème, ce qui se pose, c'est qu'il faut déjà en prendre conscience. Pour moi, c'est que je ne suis pas certain que nos pays en ont pris conscience. Sans faire polémique, c'est clair qu'il y a la plupart de nos pays africains ont encore des programmes scolaires qui datent d'avant l'indépendance, qui ont été, disons, modifiés à minima, mais l'essentiel de ces programmes date d'une période où on ne décidait pas tellement pour nous-mêmes. Et en plus de ça, quand on a décidé de changer les choses, on a probablement tordu un peu le cou à certains faits historiques, comme font la plupart des dirigeants, enfin, comme font les dirigeants au pouvoir parfois, utiliser l'histoire pour servir une cause. Le problème, c'est que l'histoire est une science et ne doit pas être utilisée pour servir des causes. Donc, quand on est arrivé à ce niveau dans plusieurs pays africains où les faits ont été tordus, où les personnes ont été supprimées de l'histoire, y compris par les dirigeants africains, c'est un vrai problème. Donc il faut en prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire. Moi j'ai voulu écrire ce livre en français et en anglais, le même livre, pour m'assurer que les enfants qui reçoivent ça, parce que ça c'est mon rêve ultime, c'est que le livre soit dans les mains des plus jeunes. Parce que j'ai envie de dire pour nous autres, c'est un peu tard, comme on dit. Pour moi, il faut apprendre aux enfants tôt ce que nous on a appris tard. C'est un peu ça le but. Leur apprendre tôt ce qu'on a appris tard, et pour leur apprendre tôt, c'est de prendre une décision consciente d'enseigner les choses à l'école, de donner les livres aux enfants à l'école pour qu'ils apprennent ce qu'il y a à apprendre. Et si vous permettez, il y a une phrase que j'aime bien. Il y a un pionnier que j'aime bien dans ce livre, un Ghanéen. Je lui ai d'ailleurs fait parvenir le livre. En fait, il a créé une université privée qui s'appelle HEC University à Accra. Il s'appelle Patrick Awa, donc à la page 106, c'est là. Il dit en gros, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, il dit en gros, chaque société doit décider de comment éduquer ses futurs dirigeants. Donc ça répond à votre question, c'est à la base, il y a une question de qu'est-ce qu'on veut faire de nos dirigeants, comment on veut les former. Si on les forme avec des programmes écrits à l'étranger, si on les forme avec des livres écrits à l'étranger, si on les envoie étudier quand ils ont 15 ans à l'étranger, on ne sait pas, voilà, je m'arrête là, comme dirait l'autre. Alors, aujourd'hui, si vous devriez incarner un pionnier, lequel serez-vous? Incarner. Alors, votre question est intéressante parce que j'ai fait beaucoup de discussions dans les écoles avec les enfants au sujet du livre, un peu partout à l'étranger. Et la première question que les enfants me posent, c'est un pionnier, est-ce que c'est un héros? Et je pense que c'est important de clarifier ça, parce que je commence toujours à le dire, un pionnier, il n'a peut-être pas fait la guerre, mais il a fait d'autres choses qui sont importantes. C'est quelqu'un qui a été le premier à se dire je veux faire ça. Et je profite de ça, de votre question, pour arriver à la dernière partie du livre, où en fait, après avoir présenté les critères de sélection de ces pionniers-là, je présente la question simple de es-tu notre prochain pionnier? Qui est notre prochain pionnier en mathématiques, en littérature, en sport? Qui sera le prochain? Et les enfants, moi je veux qu'ils lisent ça, qu'ils se disent moi je veux faire ça, je veux être le premier à faire ça. Et qu'ils rêvent que si tel ou tel l'a fait dans des conditions plus difficiles, ben, ils peuvent le faire aussi. Alors si je dois incarner quelqu'un, je vais prendre le béninois, même si ça a l'air d'aller de soi.
J'aurais dit Patrick Awa, le Ghanéen dont je viens de parler, parce que j'aime bien le concept d'une université qui a été financée, qui est financée. C'est une université qui donne des bourses aux étudiants africains. Il y a des gens de partout. C'est quelqu'un qui a arrêté sa carrière chez Microsoft pour créer une université. Je trouve ça vraiment excellent. Mais je vais parler, comme j'ai dit, du béninois Kodjo Tovaloukhouenou. Kodjo Tovaloukhouenou, page 92. Pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers Africains inscrits au barreau de Paris. Il a fondé la Ligue universelle pour la défense de la race noire. Kodjo Tovaloukhouenou. En fait, à l'époque, les gens le surnommaient le Marcus Garvey francophone. Et j'ai fait toute ma scolarité au Bénin sans jamais entendre parler de Kodjo Tovaloukhouenou. Pour moi, ça représente toute la quintessence de ce qu'on discute. C'est qui sommes-nous? D'où venons-nous? Au bout de où allons-nous? Au bout de quelle corde voulons-nous tresser la nouvelle corde? Au bout de quelle ancienne corde? Et ça, pour moi, c'est important. Est-ce que vous avez entendu parler de Kodjo Tovaloukhouenou? Oui, je dirais oui, grâce à votre livre. Ok, donc avant, voilà, je me dis que faire un programme scolaire au Bénin sans jamais parler de lui. Et du coup, la sensation que ça donne, si vous permettez, c'est qu'on a toujours l'impression, quand on écoute les discussions sur l'Afrique par les Africains, qu'évidemment, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a très peu de références sur ce qui s'est fait avant. Moi, je ne suis pas sorti de nulle part pour faire ça. Il y a des gens qui ont fait des livres, il y a des gens qui ont fait des thèses que j'ai regardées. Et quand on écoute les discussions qu'on a eues sur les 2-3 derniers jours, je disais à quelqu'un dans la salle, je n'ai pas entendu parler de Paulin Huntonji, je n'ai pas entendu parler de Ngugi wa Thiong'o, l'écrivain kenyan qui a décidé d'écrire exclusivement en Kikuyu, langue kenyane, parce que le président à l'époque l'avait enfermé pour avoir fait une pièce de théâtre en Kikuyu. Il a pris la décision consciente de ne faire que ça. Le Sénégalais Boubacar Boris Diop, on n'en a pas parlé. Pour moi, parler de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est connaître ce qui a été fait avant et décider de comment on veut transformer les choses après. Donc c'est une question qui va nous travailler encore plusieurs années. Mais je pense que cette phrase résume le reste de tout ce que je pense. C'est un proverbe africain que j'ai légèrement modifié qui dit si vos rêves ne concernent que vous-même, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Pour moi, toutes les personnes dans ce livre, un jour, ont eu la chance de vivre leur vie pour eux-mêmes, de faire leur petite vie pour eux-mêmes. Ils sont allés au-delà. Ils ont pensé à ce que ça va donner pour les autres. Ils ont pensé à la communauté. Et tout ce qui est ici, pour moi, c'est le résumé de ce qu'on appelle Ubuntu, Ubuntu, tout ça. C'est vraiment important de penser aux autres, de penser à la communauté, de penser à l'héritage qu'on laisse pour ce continent. Merci beaucoup. En guise de mot de la fin, quels sont vos prochains projets? Alors, il y a un volume 2. Il y a 50 pionniers volume 2 qui arrive en décembre. Celui-là, il va être traduit, il est en train d'être traduit en espagnol et en portugais. En termes de projet, j'ai un blog qui vient d'être lancé. J'ai une série de spectacles. En fait, c'est des spectacles qui parlent d'histoire africaine avec un instrument de musique, un instrument de musique traditionnel. Donc dans chaque pays où je vais, je choisis quelqu'un qui joue par exemple au Zimbabwe le mbira, le tam-tam, le balafon. En fait, la personne joue et moi je parle d'un pan d'histoire pendant 10-15 minutes. Donc c'est un échange entre moi-même, l'instrumentiste et son instrument. Donc ça permet de jouer un peu, de parler d'histoire sans être nécessairement ennuyeux, si on peut dire ça comme ça. Alors merci beaucoup. Merci. Et si je peux finir sur ça, c'est le plus gros projet, qui n'est pas mon projet, mais qui est un rêve plutôt, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'avoir le livre au programme dans les écoles. Pas qu'au Bénin, on a des discussions un peu partout, mais vraiment que ça arrive le plus tôt possible, le moins cher possible, dans les mains des jeunes gens, des jeunes enfants qui peuvent regarder d'où ils viennent et décider de ce qu'ils veulent faire après. Merci. Je disais tout de suite, dernière question, mais une question vient de me venir là en tête. C'est que vous avez financé quand même
des cafés littéraires et un peu partout sur le territoire national, on a vu des enfants qui ont étudié le livre. Quelle impression vous tenez de cela? Alors, j'ai été très surpris. Je voulais remercier l'association Fémicriture et Madame Cécile Avoninako qui a initié les cafés. J'ai effectivement offert les livres pour les cafés et j'ai été très agréablement surpris de voir les retours. J'ai eu beaucoup de questions des élèves qui m'ont envoyé des questions via WhatsApp, via leur professeur. Beaucoup de questions un peu partout. C'est toujours émouvant d'écouter les questions, de pouvoir répondre. Et je suis en train de faire une compilation de toutes les questions que je vais mettre sur mon site internet. Mais pour moi, ça montre la preuve qu'il y a un besoin, que les enfants et les plus jeunes aujourd'hui ont une conscience plus aiguë de ces thématiques-là, que nous, on n'avait pas forcément à l'époque. Donc je trouve qu'il faut en profiter, il faut continuer à parler de ça. Il faut continuer les cafés littéraires, j'espère que ça va se faire. Et ensuite, voir dans quelle mesure on peut élargir le discours, le moins d'émotions possible, le plus de faits, le plus de références, le plus de science dans ce qu'on fait. Je pense que c'est la seule façon d'avancer. Merci beaucoup. Ibis TV, créé pour inspirer.